1968. Francophones et Italiens s'affrontent jusque dans la rue sur la langue d'enseignement. La bataille de Saint-Léonard est la première crise linguistique à déchirer le Québec. Des officiers. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. La loi 101 est devenue depuis 30 ans le symbole du fait français et de la paix linguistique au Québec. La loi 101, c'est aussi l'aboutissement d'une crise linguistique qui a commencé à la fin des années 60. En effet, si aujourd'hui les immigrants vont à l'école française, on le doit d'abord à ces parents déterminés à l'époque à voir leurs enfants grandir dans un Québec français. En fait, tout a commencé à Saint-Léonard. Dans les rues de Saint-Léonard en 68, les manifestants sont des parents. Ils exigent l'école française pour tous, y compris pour les enfants des immigrants, en grande partie des Italiens. Il ne semble pas du tout partager vos vues. C'est-à-dire qu'il ne semble pas comprendre nos vues. J'ai vu une de leurs déclarations qui disent qu'on sème la haine raciale et la scission entre deux groupes dans une même communauté, alors que c'est exactement le contraire. Raymond Lemieux a 35 ans. Jeune architecte, marié, 3 enfants, il habite le quartier. Il devient spontanément la voix des parents francophones de Saint-Léonard et du coup, l'ennemi des Italiens et des anglophones. Dans mon esprit, j'ai jamais senti qu'on s'attaquait aux Italiens de Saint-Léonard. C'était, encore une fois, la puissante minorité anglophone qui tenait à ses privilèges. Dans les années 50 et 60, Montréal est une ville dominée par les Anglais. C'est la langue des affaires et du travail, la langue du patron. Si on voulait avoir un job, il fallait s'organiser pour parler anglais. OK, madame. Yeah. OK. Bye. Bye. Grazie. Bye. Arrivederci. C'est ça qu'on m'a dit. Do you speak English? Nicolas Chamara avait immigré d'Italie dans les années 50. Propriétaire du journal italien local, il devient vite leader des parents italiens de Saint-Léonard, avec Mario Barone. Si, ça c'est à Saint-Léonard. Ah, une des tableaux de ma construction. Mario Barone est déjà une personnalité à Saint-Léonard. Premier conseiller municipal italien, c'est un jeune constructeur ambitieux. Notre intérêt, c'était d'attirer les acheteurs à Saint-Léonard. Mais on ne pouvait pas attirer les acheteurs si on n'avait pas l'école. On n'avait pas l'école. Les Italiens, dans le temps, ils voulaient rien savoir. Ils voulaient l'école anglaise. Puis c'était nous qu'on a convaincus que c'était le mieux d'aller à l'école bilingue. 5 ans plus tôt, les Italiens de Saint-Léonard avaient obtenu de leur commission scolaire des classes bilingues, à l'intérieur des écoles françaises. Mais comme 70% des matières enseignées l'étaient en anglais, les francophones de Saint-Léonard craignaient que leur quartier s'anglicise. Bonjour, quel est ton nom, toi? Oh, my name is Nicky Guerrera. La seule façon de renverser l'anglicisation de leur quartier, c'est de mettre fin aux classes bilingues. Et je pense qu'il est temps que la population, comme on le constate aujourd'hui, se soulève et réagisse contre cette situation. Pour y arriver, les parents francophones font élire au printemps 68 2 commissaires, dont Jean Girard. Maintenant majoritaires, ils imposent un nouveau règlement qui fait du français la langue unique d'enseignement à la commission scolaire de Saint-Léonard. Nous allons, à partir du mois de septembre, la première année sera française pour tous les gens, tous les néo-canadiens. Et là, ça a déclenché toute une bagarre, non seulement à Saint-Léonard, mais à travers l'île de Montréal et plus loin encore. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Pas aussi forte que ça. Leonardo, non abbiamo bisogno di persone che vengono di fuori a darci dei disturbi. Les Italiens s'insurgent. Pour eux, il est hors de question de perdre leur classe bilingue. Oh, moi, j'ai réagi, j'ai dit, je vais tout faire, on va se battre pour avoir l'école bilingue. And in 1 year, we can teach the children to speak French under this system.
Les Italiens trouvent en Robert Beale, un anglophone de Saint-Léonard, leur nouveau leader. But the very thing being that their children born in Canada are Canadian citizens and not neo-Canadians as the separatists like to call them. Irlandais d'origine, un tempérament vif et bouillant, Robert Beale devient l'adversaire de Raymond Lemieux. Lui-même à moitié irlandais, élevé en anglais, mais éduqué en français. L'élément anglais se sert de ces gens-là pour essayer de maintenir le peu de force qu'il a encore ici au Québec. C'est certain que ceux que ça a frappé de plein fouet, notre résolution, c'était la communauté anglophone du Grand Montréal. Ça ouvrait la porte à toute une évolution des choses qui, finalement, dérangerait toute la mode de vie anglophone à Montréal. Le nouveau règlement scolaire rend les réunions de parents de Saint-Léonard houleuses. Les camps se dressent, les chaises volent. Les chaises. Il y en a une qui m'a frappé alors que j'avais le dos tourné, qui m'a frappé sur la tête ici. Ça m'a jeté par terre. Je me souviens que le policier de Saint-Léonard qui m'a amené à l'hôpital, il me dit, ben, le plus proche, c'est à Santa-Cabrini. Ben, j'ai dit, ça serait peut-être mieux Maisonneuve dans les circonstances. À l'automne 68, pour défier le nouveau règlement scolaire, les parents italiens boycottent les classes unilingues françaises de première année. We will not make any decisions until we hear the outcome of that verdict. In the meantime, I beg you to stay with your decision that you made 3 weeks ago in this hall. Keep your children out of school. La bataille linguistique ne fait que commencer. En 1968, le cœur des jeunes filles francophones bat au rythme de Tony Massarelli. Italiens et francophones étaient faits l'un pour l'autre. Ils étaient catholiques et latins. Les mariages mixtes étaient fréquents. Mais les liens qu'entretenaient les Italiens avec les anglophones étaient perçus comme une tromperie. Alors, confronté avec un dilemme, qu'est-ce que vous allez faire? Le français, c'est plus facile pour les Italiens de l'apprendre. L'anglais, c'est une force majeure qui poussait les personnes à apprendre cette langue pour pouvoir travailler. À l'automne 68, les parents italiens doivent choisir leur camp. Obéir au nouveau règlement de la commission scolaire ou résister. Et puis, on n'a pas envoyé les enfants à l'école française seulement. On a dit, nous, on va avoir l'école bilingue. Mais pour établir les classes bilingues clandestines, il fallait du soutien financier. Mr. Mario Baroni, who was offered to put one complete classroom at his facilities, and he'll supply it and have it ready for the children when this plan goes into effect. Les appuis viendront des hommes d'affaires italiens et des enseignants des écoles catholiques anglaises, des écoles remplies à 70% d'immigrants. Robert Dauby est directeur adjoint du syndicat. Fait que c'est Bill qui nous a rencontrés, puis là, on l'a pris, nous, parce que nous, qu'est-ce qu'on voyait, c'est que si ça réussit à Saint-Léonard, peut-être la même chose que le gouvernement à l'époque pourrait changer. Hey, peut-être qu'on ferait ça partout, là. Pour vos enfants, vous aurez un... Et le plus étonnant, c'est que Dante Lupini, le numéro 2 des écoles catholiques anglaises, annonce en public que les classes seront gratuites. Je veux assurer les parents que le coût pour ces classes sera absolument rien parce qu'on nous a offert l'argent. Il y a plusieurs organisations et individus qui nous ont offert l'argent requis pour ces classes. C'est parce que c'est nous qui fournissions l'argent. Ce sont eux qui ont fermé leurs yeux quand on allait emprunter des pupitres. C'est pas évident, là. Il y avait une vingtaine de duplex avec des classes clandestines. Ben, il fallait qu'on les équipe.
Ces classes illégales, et de moins en moins clandestines à cause des reportages télévisés, deviennent quasi intouchables par les autorités publiques. C'est devenu une cause célèbre au Canada. Pour une petite commission scolaire ou un ministère de la Justice, ça devenait un petit peu plus difficile. Des professeurs à la retraite feront la classe à 200 enfants italiens pendant 1 an, dans ces écoles parallèles et improvisées. Je me souviens, j'avais des appels à peu près chaque jour pour me prendre du papier de toilette. Des choses qu'on n'avait pas calculées, ça. Hein? Du savon, il n'y avait pas de Jean Coutu à l'époque non plus, je crois. À travers le groupe anglophone de Saint-Léonard, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres forces derrière. C'était vraiment tout l'establishment anglophone de Montréal qui était à cette époque-là encore très puissant. Dans les années 50 et 60, la majorité des immigrants qui débarquaient au Québec étaient italiens, la plupart unilingues italiens. Ils souhaitaient une éducation catholique, mais les écoles françaises les refusaient dans leur rang, prétextant qu'ils retardaient l'enseignement dans les classes des Canadiens français. Malheureusement, c'était un peu de notre faute. Ça a été répété ces jours-ci par le premier ministre, que peut-être les groupes français ne les ont pas suffisamment bien accueillis. Les Italiens n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers les écoles catholiques anglaises. En négligeant l'intégration des immigrants, on gonflait les rangs des anglophones. Et au rythme où allaient les choses, Montréal ne serait plus longtemps à majorité française. On en arrive à ce résultat que 90% dans la région de Montréal des enfants néo-québécois fréquentent l'école anglaise, alors que 10% seulement des enfants de néo-québécois fréquentent l'école française. L'allégeance linguistique des immigrants devenait une question de survie pour les francophones. Les Italiens se retrouvaient malgré eux les otages d'une guerre linguistique. Comme oui, là, nous autres, on reste dans la province de Québec. Si je me vais en Ontario, ça veut dire que je sais quoi? 0. En marge des classes parallèles, survient un événement qui devait précipiter la crise de Saint-Léonard. À l'automne 68, à l'école secondaire Aimé Renault. La commission scolaire régionale veut alors déménager les étudiants francophones pour donner leur école aux anglophones. C'en est trop. Le mouvement de Raymond Lemieux organise une occupation. Ce n'est pas un appel à la violence que je fais ce soir. J'invite les gens à travers le Québec à se prononcer sur cette question et à nous dire de façon concrète s'ils croient que nous avons raison ou s'ils croient que la police provinciale du Québec aura raison de faire évacuer l'école. Ils l'ont bien mérité. Jour et nuit, les étudiants occupent l'école. Parents, opposants et sympathisants sont dans la rue. C'est mon petit gars. Les médias, évidemment, nous aidaient. Ils couvraient l'actualité et les Québécois se réveillaient. Combien êtes-vous en ce moment? Actuellement, environ 90. Ça augmente. Ouais, les jeunes sont portés à exagérer un peu. Nous avons gagné! Après une semaine d'occupation, la commission scolaire régionale Le Royer cède. L'école Aimé Renault va rester française. Oui, c'était une belle victoire. C'est certain que ça nous faisait connaître beaucoup plus. Là, ça dépassait le cadre de Montréal. C'est certain que ça a eu un impact. Ça a réjoui nos membres et ça les incitait à continuer, bien, à aller plus loin. Puis au-delà de ça, bien, sur la population du Québec, oui. Mais c'était pas fini. C'était pas fini.
en savoir plus sur les crises linguistiques, vous pouvez visiter notre site Internet à radio-canada.ca/parler. Je vous apporte le salut de la France. Vive le Québec! Vive le Québec libre! Depuis la visite du général de Gaulle en 1967, le fait français a pris du galon et le Québec de l'envergure. La langue française devient le nouveau symbole du nationalisme ambiant. Des studios de Radio-Canada à Québec, le premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson, donne une conférence de presse. Le 25 septembre 1968, Daniel Johnson est de retour. Il revient d'une longue convalescence qui l'a tenu éloigné de la crise de Saint-Léonard. Je vois que vous avez l'air en bonne forme, mais en bonne santé, ça me fait plaisir. Dangereusement bien, comme on a dit. Dangereusement bien. La question de Saint-Léonard est inéluctable. Pour le premier ministre, il est hors de question que de simples commissaires d'école dictent la langue nationale. Nous ne pouvons pas admettre que des droits aussi importants que ceux de la langue soient évidemment manipulés par une commission scolaire locale au gré ou au caprice d'une élection dans un quartier ou 2 quartiers ou 3 quartiers sur 5. Daniel Johnson d'Alta, lui, il nous avait donné l'espoir, qu'il dit, bon, on va voir comment on va régler ça avec une loi. Puis... M. Johnson avait dit que, oui, mais il y a des lois là-dessus, ça ne pourrait pas être maintenu, on va examiner les lois sur l'éducation. Mais en examinant ces lois-là, ils se sont rendus compte de ce que nous disions tout le temps, c'est que il n'y a rien dans la loi de l'instruction publique, et nulle part ailleurs dans les lois du Québec, qui empêchait que la langue d'enseignement soit le français pour tous. Moi, je parle anglais. Ma petite fille, je veux qu'elle apprenne l'anglais aussi. On n'est pas niaiser. Moi, je suis resté à Québec. Bon, je parle anglais. Oui, puis si on continue à parler au nord, pas d'école anglaise, parce qu'on va arriver, on va traiter des niaiser, on va parler de canadien français. On va aller au Canada, Madame Fred, s'il vous plaît. La question est délicate et son potentiel explosif. Doit-on légiférer pour le cas unique de Saint-Léonard ou pour tout le Québec? Daniel Johnson n'a pas de réponse simple. Yes, there will be a language policy in Quebec. What is the future of the English language in Quebec? Brighter than ever. Antonio Flamand est alors député de l'Union nationale. C'est un proche de Daniel Johnson. Il dit presque toujours tout et son contraire. Tant qu'il n'a pas pris une décision, et tant qu'il n'est pas sûr, et tant qu'il ne l'a pas vendu. Il y a des problèmes avec son caucus, puis il y a des problèmes avec son conseil de ministres. Et très fort. C'est que la question linguistique divise les députés au sein de l'Union nationale. Et Daniel Johnson est conscient que la crise de Saint-Léonard peut s'étendre à toute la province. Je le souhaitais. Et je le souhaitais très fort et on a fait des efforts dans ce sens-là. J'étais bien conscient qu'il fallait l'étendre ailleurs parce que l'étape qui s'en venait, c'était que le gouvernement, finalement, intervienne. Mais pour Daniel Johnson, la question est beaucoup plus complexe. La langue française, avant de s'imposer partout à l'école, doit d'abord s'imposer au travail. Nous serions stupides de dépenser 1 milliard par année pour instruire 1 250 000 francophones en français et ensuite ne pas prendre les moyens nécessaires pour qu'ils ne soient pas des citoyens de seconde zone dans leur propre province. Alors, vous l'avez entendu. Il était profondément convaincu de ça. Autre chose également, il n'aimait pas beaucoup les anglophones, émotivement. Mais il y avait peut-être des raisons. Il avait jamais été pour lui. Daniel Johnson n'aura pas le temps de trouver une solution raisonnable. Au lendemain de cette conférence de presse, il meurt subitement. Et avec lui,
la volonté patiente de trouver une solution acceptable au conflit linguistique. Au décès de M. Johnson, d'abord, comme chef politique, ça a été un choc pour tout le monde. Et ensuite, on savait qui le remplacerait, c'est-à-dire M. Jean-Jacques Bertrand. Mais par contre, on se doutait bien que M. Bertrand nous offrirait peut-être pas ce qu'on souhaiterait le moindrement dans ce qu'il préparait. Jean-Jacques Bertrand hérite d'une bombe à retardement. Et sa stratégie pour la désamorcer va au contraire déclencher une nouvelle crise. Pour la première fois, des dizaines de milliers de manifestants vont se masser devant l'Assemblée nationale du Québec pour défendre leur langue. 6 mois après l'éclatement de la crise à Saint-Léonard, rien n'est encore réglé. Les classes bilingues pour les jeunes Italiens sont toujours en place, les clans sont à couteau tiré, la marmite est sur le point de sauter, le gouvernement Bertrand n'a plus le choix, il doit légiférer. Sa solution, le Bill 63, une loi qui laisse le libre choix de la langue d'enseignement aux immigrants. Les francophones se sentent trahis. Le prochain épisode, le Bill 63, le détonateur d'une nouvelle crise linguistique. J'ai toujours eu espoir, j'ai dit, après la tempête, il y a le soleil qui revient. C'est un sujet délicat, mais c'est un sujet que tous les pays ont eu à régler tôt ou tard dans leur histoire et qui, définitivement, n'était pas réglé au Québec. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le problème de Saint-Léonard, ça se résume assez vite dans le fond. Il y a 5 ans, dans cette municipalité, on avait ouvert des classes bilingues pour les néo-québécois, avec ce résultat qu'arrivés au secondaire, presque tous les élèves se tournaient du côté anglais, si bien que tout récemment, la commission scolaire a décidé de supprimer les classes bilingues, d'où mécontentement des anglophones et boycottage de la première année. Là-dessus est venu se greffer le problème de l'école Aimé Renault. Mais Saint-Léonard, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus important qu'une simple histoire de transfert d'élèves d'un endroit à un autre. Parce que ça nous révèle, ça fait éclater en plein jour un phénomène qui est celui du recul des francophones devant le groupe anglophone et devant les gens désireux de s'angliciser ou déjà en voie d'anglicisation. Premier facteur, l'immigration. De tous les immigrants qui arrivent au Canada, le Québec en reçoit environ 20%. Ce qui fait, selon les années, de 30 000 à 40 000. D'ailleurs, c'est le chiffre de 40 000 qui a été retenu par le ministère fédéral de l'immigration pour établir ses prévisions. Il est intéressant d'étudier la composition de cette immigration. 4% des immigrants, pour l'ensemble du Canada, 4% des immigrants sont des Français. 30% sont des Anglais, des gens qui viennent des îles britanniques. Et 66% environ, toujours, viennent d'autres pays. Évidemment, même si ces 4% restent pour la plupart au Québec, alors que les autres, les Anglais et les autres, s'éparpillent de Halifax jusqu'à Victoria, le secteur francophone du Québec est déjà défavorisé.
La preuve, c'est le tableau des langues parlées par les néo-québécois dans la région de Montréal. Ça, c'est tiré du recensement de 1961. On s'aperçoit que 17% seulement des néo-québécois ne parlent que le français. 46% des néo-québécois ne parlent que l'anglais. 25% des néo-québécois parlent à la fois l'anglais et le français, et on sait ce que ça donne comme charabia. Et enfin, 12% ne parlent ni l'un ni l'autre. Une anecdote, une contremaîtresse dans une manufacture du boulevard Saint-Laurent a été obligée de suivre des cours d'une certaine langue étrangère parce que ses ouvrières ne parlaient ni le français ni l'anglais. Si on additionne ces trois chiffres, on s'aperçoit qu'il y a déjà 83% de gens, de néo-québécois, qui sont susceptibles d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Mais comme il y a aussi des Français qui envoient leurs enfants à l'école anglaise, on en arrive à ce résultat que 90% dans la région de Montréal des enfants néo-québécois fréquentent l'école anglaise, alors que 10% seulement des enfants de néo-québécois fréquentent l'école française. Pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école anglaise? Mais il y a plusieurs raisons. La première, c'est à cause du langage. Les professeurs ne s'expriment pas toujours dans un bon français. La seconde, nous appartenons à un milieu social qui n'existe pas dans le milieu canadien-français, mais qui au contraire existe dans le milieu canadien-anglais. Troisièmement, actuellement, il devient de plus en plus nécessaire de parler plusieurs langues. Ça s'est vérifié partout. Il y a beaucoup de jeunes Français vont en Angleterre pour apprendre le français. Ici, nous avons pour apprendre l'anglais. Pour apprendre l'anglais. Ici, nous avons la possibilité de le faire sur place. Quatrièmement, quand mon mari est arrivé au Québec, il s'est rendu compte qu'il fallait apprendre très très vite l'anglais s'il voulait se placer, surtout dans sa profession. Évidemment, ce n'est pas valable pour toutes les professions, mais enfin pour nous, c'était indispensable. Et cinquièmement, la question religieuse. Nous sommes protestants, donc nous n'avons pas tellement le choix. Il y a très peu d'écoles protestantes françaises. Bon, maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que vos enfants auront des difficultés ensuite dans la majorité canadienne-française? Si, c'est possible. Mais je crois que les enfants s'adaptent très vite et nous vivons dans un quartier canadien-français, tout en ayant des enfants qui fréquentent une école anglaise. Donc, ils sont déjà entre deux milieux. Ce sera à eux à faire leur choix par la suite. Mais je ne pense pas qu'il y aura de problème. Ce sera le milieu canadien-français parce qu'il reste quand même de langue française. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous préférez envoyer vos enfants à l'école anglaise plutôt qu'à l'école française? On préfère pas. On préfère pas, on est obligé. Obligé pourquoi? On est obligé par les milieux d'arrêter leur trouve à ce moment. La plupart de ces gens ici là, aimeraient envoyer leurs enfants pour s'intégrer dans les deux milieux. Nous autres, c'est ça qu'on voudrait avoir. On n'a pas de préférence pour les Anglais, ni pour les Français. On a seulement pour les stricts milieux du travail. Les milieux du travail exigent la langue anglaise. 80% des Italiens et des autres groupes ethniques, on parle français. Ce qui se passe maintenant, que nous avons perdu la liberté de choisir. C'est ça que nous demandons comme citoyens canadiens. Vous parlez français, vous le parlez juste dans vos rapports avec les Canadiens français, mais vous préférez envoyer vos enfants dans des écoles anglaises quand même. Pour moi-même, je dis que mes enfants, on va à l'école anglaise. Parce que si moi je vais à 45 000 à Montréal, il faut que je parle anglais. Parce que je ne parle pas anglais, je ne suis pas capable de sortir dehors de la province du Québec. Je sais parler anglais et français, puis je veux que mes enfants ils apprennent aussitôt anglais et français. Je suis pas pour un puis pas pour l'autre, je suis pour les deux, bilingues. J'ai plus d'amis des Canadiens français que des Anglais. Mais je suis dans le commerce, puis je vois qu'aujourd'hui le commerce, c'est en anglais. C'est la seule raison, parce qu'on préfère l'anglais. Et on veut instruire nos enfants dans la langue qu'on veut. Combien de millions qu'il y a dans l'Amérique du Nord? Combien de millions d'habitants? 200. Alors, la majorité de la langue, qu'est-ce que c'est? L'anglais. L'anglais. Alors, pourquoi ne pas le parler l'anglais? Nous autres, on est contents de l'apprendre les deux. Moi, j'ai des enfants qui ont fini l'école et j'en ai un autre qui va à l'école. Ils parlent très bien les trois langues. Hein? Le français, l'anglais, et il y a à l'école anglais, il a appris toujours et il est mieux en français qu'en anglais. Alors, pourquoi le lâcher maintenant, l'anglais? Hein? Oui. Quand je travaille, moi-même, j'ai eu des troubles parce que je ne connais pas l'anglais comme il faut. Parce que si j'avais connu l'anglais comme il faut, hein, j'étais en meilleure condition maintenant de travail. J'aurais beaucoup mieux. Alors c'est pour ça que vous voulez que vos enfants apprennent l'anglais? Parce que certainement, c'est tout le monde qui parle l'anglais. C'est tout à partout. Et sortir de d'Orient, qu'est-ce qu'ils parlent? Qu'est-ce qu'ils vont faire de le français? C'est toujours bon pour l'instruction. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si mes enfants ils vont aller à notre place, si je vais aller faire une visite dans un état,
Il faut que j'apporte un interprète avec moi? Un interprète? Hein? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça, là? Ah, moi, je pense à rien. Mais non, mais pour ça, je veux dire, là, on n'est pas contre. On est tous en Amérique, on est tous des immigrés. Alors, on est content de rester ici, là. Mais quand on est venu ici, on dit, vous êtes content d'aller au Canada? On a répondu oui. On n'a pas dit aller au Québec, à l'Ontario, et tout ça faire-là. Alors, c'est la faute du gouvernement, de toutes les provinces, toutes les choses, qui n'a pas expliqué ça avant. Donc, intégration massive des immigrants au groupe anglophone. Intégration parfois facilitée par les Canadiens français eux-mêmes. Un autre exemple, à Ville-Saint-Michel, population 70 000, 60 à 65% française. Eh bien, la première école secondaire qui ait jamais été construite à Ville-Saint-Michel, c'est le Kennedy High School, qui a ouvert ses portes en septembre 64. Alors évidemment, comme il y avait des protestations, on s'est dépêché d'ouvrir à la hâte, dans des locaux provisoires pour les francophones, l'école François Perrault, en septembre 64 aussi, dans un édifice qui était destiné à recevoir des ateliers et des entrepôts. Alors ces immigrants s'entassent dans des quartiers comme par exemple la ville Saint-Michel ou à Saint-Léonard, où ils forment des groupes homogènes, ils vivent selon leurs traditions, à un point tel qu'on ne se parlerait pas du tout au Canada, à part l'architecture évidemment. Non seulement ces immigrants sont nombreux, mais ils sont jeunes. 90% des immigrants ont moins de 45 ans, ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup d'enfants. Pourquoi? Ben mon Dieu, parce qu'il y a la solitude, le climat d'insécurité dans lequel ils vivent, si bien que le mari et la femme ont tendance à se rapprocher. Et alors ils font beaucoup d'enfants à force de se rapprocher. Évidemment, vous me direz, mais nous aussi, on est nombreux, puis on fait des enfants. Nombreux, oui, des enfants de moins en moins. Le taux de natalité au Québec baisse constamment depuis quelques années. Mais quand on analyse ce taux de natalité selon les groupes ethniques, on s'aperçoit, d'après les statistiques de la ville de Montréal, ça n'est pas valable pour l'ensemble de l'île de Montréal, ça n'est valable que pour la ville de Montréal. Et en outre, le taux de natalité, m'a-t-on dit, ne donne qu'une indication grossière, mais c'est quand même une indication. Donc, le taux de natalité des Canadiens anglais baisse, mais il ne baisse pas beaucoup. Il se maintient, il va se maintenir aux environs de 10-11 pour 1000. Le taux de natalité des Canadiens français, qui était très élevé en 1961, 25 pour 1000, fait une plongée brutale, il est à 16, et on dit que d'ici 10-15 ans, il rejoindra, avec la pilule, celui des Canadiens anglais. Quant au taux de natalité des autres groupes ethniques, il baisse lui aussi, mais plus légèrement celui des francophones, et il se maintient aux alentours de 23-24%, grâce à l'arrivée, à l'apport de nouveaux immigrants chaque année. Si ces tendances se poursuivent, pour évaluer évidemment la situation, il faut revenir à la situation telle qu'elle était en 1961. Alors, en 1961, nous avions, d'après le recensement, en noir, ce sont les hachures et les surfaces unies, ce sont les anglophones. En blanc, ce sont les francophones. Nous avions, pour la région de Montréal, 65% de francophones, dans une région qui représentait à cette époque 35% de la population totale du Québec. Si ces tendances se poursuivent, immigration, assimilation des anglophones, voici quelle sera la situation en 1990. La carte que nous allons voir, la voilà, a été dessinée d'après la précédente et aussi d'après les projections effectuées par les démographes de l'Université de Montréal. On s'aperçoit qu'en 1990, dans 22 ans, nous serons 61% dans la région de Montréal. Donc, les francophones seront toujours majoritaires numériquement. La mise en minorité numérique n'interviendrait que dans 100 ans environ, un autre siècle. Mais, d'après les spécialistes des questions linguistiques et culturelles, il faut tenir compte d'un autre facteur, celui de la détérioration de la langue. Il y aura toujours une tranche de la population francophone qui ne sera pas suffisamment forte culturellement et économiquement pour assurer une majorité culturelle et politique effective. Et ceci dans un territoire qui en 1990 représentera 60% de la population globale du Québec. Alors pour citer M. Cloutier, le ministre de la Famille et du Bien-être du Québec, il n'y a pas lieu d'être optimiste quant à l'avenir du groupe francophone au Québec. Il faut